Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une recommandation vraiment importante de la Haute Autorité de Santé en France. Elle touche à un sujet très intime et trop souvent mis de côté. La question qui va nous guider est à la fois simple et vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe pour notre vie privée, nos relations, nos amours quand on entre dans un établissement de soins ou qu'on est accompagné par un service spécialisé? D'ailleurs, le document met les pieds dans le plat dès le début. Écoutez bien cette phrase. Cette dimension, pourtant cruciale de la vie humaine, est souvent niée, perçue comme inexistante. Et c'est justement ce déni que cette nouvelle approche veut absolument corriger. Alors, pour bien comprendre ce changement de cap, voilà notre feuille de route. D'abord, on verra pourquoi cette dimension a été si longtemps oubliée. Ensuite, on va redéfinir les mots importants. Puis, on explorera le cadre de soutien proposé, on s'attaquera aux vieilles idées reçues, et pour finir, on parlera des piliers que sont le consentement et l'accompagnement sur mesure. Allez, c'est parti pour la première section, cette fameuse dimension oubliée. Comment un besoin aussi fondamental a-t-il pu devenir un vrai casse-tête pour tout le système? En fait, le nœud du problème, il est là. D'un côté, la vie intime, affective, sexuelle, c'est une liberté fondamentale, c'est une source de bien-être. Mais de l'autre, dans les établissements, c'est souvent vu comme un problème, une complication. Et les conséquences sont lourdes. Les droits et la dignité sont bafoués, les professionnels se sentent démunis, sans savoir comment réagir, et puis il y a les obstacles très concrets de la vie en communauté. On enchaîne avec la deuxième partie. Forcément, pour changer les choses sur le terrain, il faut d'abord se mettre d'accord sur les mots. Il s'agit de dépasser les stéréotypes et d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on appelle la vie intime, affective et sexuelle. Et voilà le concept central, la VIAS. C'est la liberté d'exprimer et de vivre ses désirs, ses besoins en matière d'intimité, d'affection et de sexualité. Et on voit bien que ça couvre plein de choses, des manifestations émotionnelles, physiques, mais aussi sociales. C'est bien plus large que ce qu'on imagine. Alors, si on décompose un peu, d'abord, l'intimité. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est cet espace personnel, qu'il soit physique, mental ou social, que chaque personne peut décider de partager ou pas. C'est le droit à sa bulle, à son jardin secret. Ensuite, il y a la vie affective. Là, on est dans le domaine des émotions, des sentiments. Ce qui est intéressant, c'est que le texte précise bien que ces sentiments peuvent être partagés ou pas, et qu'ils n'impliquent pas forcément de sexualité. C'est vraiment la dimension du lien, du cœur. Et enfin, la sexualité. La définition utilisée ici, c'est celle de l'OMS et elle est très large. Elle englobe l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir. Le point clé à retenir, c'est que la sexualité, ce n'est pas juste l'acte sexuel ou la reproduction, c'est une partie fondamentale de ce qui fait de nous des êtres humains. Troisième étape, construire un cadre qui soutient tout ça. C'est bien beau d'avoir de belles définitions, mais concrètement, comment on fait? Quelles sont les recommandations pratiques de la Haute Autorité de Santé? En fait, tout repose sur 4 grands piliers. 1. Il faut l'inscrire noir sur blanc dans tous les documents de l'établissement. 2. Il faut adapter les lieux pour qu'il y ait de vrais espaces d'intimité. 3. Il faut former tout le monde, de la direction aux équipes techniques. Et 4. Il faut mettre à disposition des outils concrets pour les professionnels, les résidents et même les familles. Et la question c'est, est-ce que ça marche? Eh bien oui. Ce témoignage d'un directeur d'IME est incroyable. En créant un espace dédié à l'intimité pour les ados, des comportements qui étaient jugés inappropriés, parce qu'ils avaient lieu dans des couloirs ou des salles communes, ont tout simplement disparu. Ça montre bien que quand le cadre est pensé, ça change tout. On passe maintenant à un morceau très important, s'attaquer aux idées reçues. Parce que les murs d'un bâtiment, c'est une chose, mais les murs qu'on a dans la tête, c'en est une autre. Il faut faire évoluer les mentalités. Prenons un cliché très tenace, cité dans le rapport. Les personnes âgées n'ont pas de sexualité, car avec l'avancée en âge, leurs capacités physiques ne permettent plus les relations intimes. On l'a tous entendu un jour. Sauf que la réalité, elle dit quoi? Les chiffres sont clairs. 69% des hommes de 75 ans déclarent avoir une activité sexuelle. Et c'est 43% pour les femmes du même âge. On est très, très loin du stéréotype. Donc le point essentiel, il est là. L'erreur fondamentale, c'est de tout mélanger, de confondre la capacité à se reproduire avec le désir et l'intimité. C'est cette confusion qui finit par nier une part d'humanité chez les gens, qui les dépersonnalise. On arrive à notre dernière partie qui touche au cœur du réacteur, si on peut dire, les principes sur lesquels on ne peut pas transiger dans un accompagnement moderne, le consentement et la personnalisation. Alors, le consentement, ce n'est pas juste un oui ou un non qu'on donne une fois pour toutes. Pas du tout. La recommandation insiste. C'est un processus dynamique, un dialogue permanent basé sur la compréhension et le respect des limites de chacun. Et, point crucial, on peut le retirer à n'importe quel moment. Alors concrètement, au quotidien, comment on s'en assure?
Eh bien en observant comment une personne dit non dans la vie de tous les jours, en utilisant des outils adaptés comme des jeux de rôle ou en étant attentif aux signes non-verbaux, en gardant en tête que rien n'est jamais acquis. Et surtout, en respectant le choix d'une personne de ne jamais vouloir aborder ce sujet. Sa vie intime lui appartient. Ce qui nous amène à cette question finale, qui résume finalement tout le changement de mentalité proposé ici. Comment faire en sorte que l'accompagnement ne vise pas seulement à protéger les gens, mais bien à leur donner les moyens d'agir, à renforcer leur pouvoir de décision? C'est ça le vrai changement de paradigme.